Donc Parashat Korach du Sefer Bamidbar. Il s'agit donc d'une révolte de Korach qui fait partie de la tribu de Lévi contre Moshe. C'est-à-dire que le plus grand d'Israël, le protecteur d'Israël, et Korach, c'est un des plus grands aussi d'Israël, un des plus grands sages. Certains sages nous disent que si ça n'avait pas été Moshe, ça aurait été Korach. À chaque année, on lit cette paracha et on est surpris qu'une telle personne de ce niveau ait pu faire une révolte à ce niveau-là, contre Moshe Rabbeinu. Alors nous, ce qu'on va voir, grâce au Orach Chaim, on va étudier les anomalies du texte, et grâce aux anomalies du texte, le Orach Chaim va nous démontrer et démonter les arguments et la raison pour laquelle Korach s'est révolté contre Moshe. Donc c'est à la fois une manière de mettre en évidence que la lecture de la Torah n'est pas évidente, encore moins en français, puisqu'elle ne va pas donner justement ces anomalies, et encore moins en hébreu si justement on ne voit pas ces anomalies. Ici, il y a quelque chose qui est invraisemblable, et on est tellement habitué que ça nous semble presque naturel, évident. Korach s'est rebellé contre Moshe. Ce qu'il faut retenir, c'est que justement aujourd'hui, à notre époque, on doit se rappeler de cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'elle a sa réalité dans notre actualité. On va le voir, c'est frappant. Si on en parle, si c'est tellement énorme, c'est encore beaucoup plus énorme dans notre réalité. Et on va étudier justement à la fois la stratégie de Korach, mais on va voir comment ça se traduit dans notre réalité. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc, on va lire le premier passouk du début de la paracha. Vaikar Korach ben Itzar, ben Kerat, ben Levi, Vedatan va'aviran, bene Eliav, ve'on ben Pelet, bene Reuven. Vayakumu lifne Moshe, va'anashim bene Israël, 50 ו-200 נשיאי עדה קרן מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני מדוע תתנשאו על קהל אדוני. Je traduis. Et Korach prit le fils de Itzar, le fils de Kehat, le fils de Lévi, et Datan et Aviran, fils de Liav, et On ben Pelet, fils de Reuven, et ils se dressèrent contre Moshe, et ils avaient des personnalités du dedans des enfants d'Israël, 250 notables d'Israël, des Talmidei Chachamim, des chefs du Sanhédrin, des tribunaux. Énorme. On va préciser quand même un petit peu la généalogie de Korach. Donc, Lévi avait 3 fils. Gershon, Kehat et Merari. Gershon a eu 2 fils, Livni et Shimchi. La tribu dont on parle ici par rapport à Korach, c'est Kehat. Kehat, c'est le 2e fils donc de Lévi. Kehat a eu comme premier fils Amram, qui est le père de Aaron et de Moshe et de Myriam. Et ensuite, le 2e enfant après Amram, c'est Itzar. Itzar, c'est le père de Korach. Ensuite Révron, ensuite Uziel. Et Uziel, on va parler de Elitsaphan, c'est le fils de Uziel, et c'est lui qui a reçu la Nessiout des Lévi, le titre de prince. Et on va voir que, en fait, c'est le dernier enfant de Kehat. Encore une fois, le premier enfant c'est Amram, le père de Moshe. Le deuxième c'est Itzar, le père de Korach. Et le dernier, c'est celui que Moshe a désigné comme prince. D'où la problématique. Alors, on va d'abord lire Rashi. Que dit Rashi ? Vaikar Korach. לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה, לאורך על הכהונה. וזהו שתרגם אונקלוס, והתפלג. נחלק
Mish'ar Haïda l'arzik b'machloket. Et Korach prie, il se prie lui-même pour passer de l'autre côté. C'est le principe de la machloket, c'est le principe de tous les partis politiques. On se met à part pour former une force, pour se séparer de la communauté et se révolter contre la prêtrise et contre Moshe. C'est ainsi que rend le Targum Onkelos. Le Targum Onkelos va traduire le mot « et il a pris » par « et il se sépara » de la communauté pour chercher querelle et créer une controverse. Ce que va mettre Rashi en avant, c'est tout simplement la stratégie politique. Quelle est la stratégie politique? C'est pour qu'on puisse voter pour nous, il faut se différencier. Donc pour se différencier, on se met à l'écart. Et donc en se mettant à l'écart, on met aussi les autres à l'écart. C'est le principe de la gauche et la droite. Pour pouvoir être de droite, il faut qu'il y ait une gauche. Donc on se sépare en fait ce qui est le Ham Israël ou le pays, on se sépare d'un groupe et on se positionne selon ses aspirations, on va dire, politiques. La gauche va se positionner à gauche parce que la gauche représente quelque chose pour eux, et idem pour la droite. En tout cas, c'est l'idée de se détacher, de se séparer. C'est le principe de la politique. L'objection qui va être posée ici, Korach, en se détachant, n'ignore pas, en se mettant en querelle avec Moshe Rabbeinu, n'ignore pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Comment il peut mettre finalement, au bout du compte, ne pas se rendre compte, parce qu'on parle d'un grand sage, qu'en se rebellant contre Moshe, il se rebelle contre Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, le personnage de Korach, on a l'habitude de l'étudier, on a l'habitude de lire, mais on ne se rend pas compte de sa grandeur. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est quelqu'un qui aurait pu remplacer Moshe. Aucun grand d'Israël ne se mesure par rapport à Korach. Il avait le roi HaKodesh, il avait le souffle divin en lui, il avait la grandeur et le savoir de ces grands de la génération qui en plus ont vécu au Har Sinaï. On va entamer ici avec le Or HaChaim. Que dit le Or HaChaim? Et le Or HaChaim, comme on a dit, va décortiquer les anomalies du texte pour nous mettre en évidence la stratégie et la motivation de Korach. Il a dit comme ça: Vaikar Korach, et Korach a pris. Tzaïch ladaat omro Vaikar. Il faut se poser la question, qu'est-ce que veut dire le mot Vaikar et il a pris? Chazal omrim, lakach et atzmo letzad echad. Comme on a vu avec Rashi, c'est ce qu'il cite Rashi, ça veut dire qu'il s'est pris, il s'est séparé, il s'est mis à part. Vele dererze chaser atzmo. Et il dit, il s'est pris à part. L'idée ici, en tout cas, qui zichron Korach ou lomar mi ou cholek. En rappelant Korach, c'est mettre en évidence que c'est lui qui se rebelle. Mais le Or HaChaim ajoute vechaser anechlak. Et il manque, il prend quoi? Il prend qui? Et il va ici donner le commentaire de Onkelos, et il va dire Veim kavana lomar kedivre Onkelos veitpaleg. Et si c'est pour nous dire, comme dit Onkelos, en fait, c'est pas qu'il a pris, il s'est séparé. En shiur tevat veiflig ke shiur tevat veikar. Il dit malgré tout, et il se met pas en opposition évidemment avec les sages et encore moins avec Rashi. Il dit le mot malgré tout se séparer est différent du mot prendre. Si la Torah avait voulu dire se séparer, elle aurait employé le mot vaiflig. Or, elle utilise le mot vaikar. Et il dit comme ça, et là, chez Atirgum mefaresh amechaven, que, en fait, Onkelos, c'est pas qu'il fait une traduction, il traduit l'idée qu'il y a derrière. Et pour cela, Or HaChaim, évidemment, ne conteste pas que des fois un traducteur ne vient pas traduire littéralement le mot, il va chercher à traduire l'idée qu'il y a derrière. C'est ce que fait Onkelos. Mais alors, Chaim vient dire, malgré tout, la question se pose sur le mot vaikar, prendre. Il ne s'agit pas de se séparer. Et là-dessus, il va développer. Yesh li harir al davar emet, lama izkir Hashem zichron atzadikim Yitzhak Kehat Levi bemaase bilti agon kaze
Uma tzorech yesh badavar. La première question, c'est pourquoi citer la mémoire de tzadikim qui sont Itzar, qui sont Kehat, qui sont Lévi? C'est des grands. Je vous donne un exemple. On invite à une conférence un grand homme, un grand personnage, et on dit, voilà le professeur untel, qui est fils du professeur untel, fils du rabbin, et fils du grand Réchaïm, du grand imposteur, du grand bandit. Ça n'a pas de sens. On ne va pas rappeler une personne pour mettre en évidence sa personnalité, toutes les mauvaises choses derrière lui. Donc c'est ce que pose le Or HaChaim. Qu'est-ce que vient faire ici ces grands personnages derrière une rébellion contre Moshe, contre Akadosh Baruch Hu? Vechazal amrou sheitpalel Yaakov al atzmo shelo iskir b'maaseh zeh. Et nos sages ont dit que, en fait, le texte ne cite pas Yaakov, s'arrête à Lévi, c'est-à-dire le fils de Yaakov. Pourquoi il ne va pas jusque Yaakov? Parce que Yaakov a prié pour qu'on ne rappelle pas son nom au moment de la révolte de Korah. Mais le Or HaChaim se pose la question, il dit, malgré tout, si Yaakov a prié pour ne pas apparaître dans la liste des ascendants de Korah, encore moins les autres. Et puis ici, il y a une autre question. C'est si Yaakov a prié, ça veut dire qu'il savait. Donc ici, on voit qu'il y a, comment dire, un héritage au niveau des générations. Soit Yaakov savait, soit Yaakov a perçu au travers de ses enfants qu'il y avait potentiellement cette faiblesse. En tout cas, il a su suffisamment pour pouvoir prier, pour ne pas être lié à cette rébellion. Mais quand même, le Or HaChaim pose la question, malgré tout, pourquoi la Torah vient nous rappeler des grands noms comme Itzar, Kehat et Lévi? On va voir que c'est justement son importance par rapport à la stratégie, entre guillemets, politique de Korah. Yesh ladat kavanat hakatuv b'ma'amar Datan ve'Aviram. Il y a maintenant une question, pourquoi le texte vient nous préciser qu'il y avait aussi Datan ve'Aviram? Ma kavana hakatuv bisronam ma maasehem. Quelle est l'idée de nous rapporter ces deux personnages? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Im lomar shegam hem chalku al atzmam, haya lo lichlolam belekicha ve'omer ve'ikchu kerach ve'datan ve'aviram. Si c'est pour nous dire que Korach et Datan et Aviram ont participé à cette rébellion, alors le texte aurait dû dire Korach et Datan et Aviram. Or, ce n'est pas ce qu'ils disent. Le texte nous dit Korach a pris et Datan et Aviram. Le et est superflu si c'était pour nous dire que c'est les trois. Il aurait dû dire Korach, fils de Datan, Aviram, un tel, un tel, un tel. On va se poser la question sur pourquoi finalement ce et. Datan ve Aviram. Veim kavanato lomar shekorach lakach otam, ayalo lomar vaikar Korach Datan ve Aviram. Si c'est pour nous dire que en fait Korach a été cherché, fait participer Datan ve Aviram, c'est pour le texte aurait dû dire alors à ce moment-là vaikar Korach Datan Aviram, une autre anomalie dans le texte. Quatrième chose, Omro vayakumu lifne Moshe mayagid akatuv bekimatzo. Et il est dit dans le texte, et ils se levèrent devant Moshe. Or HaChaim pose la question, que vient faire cette idée de ils se levèrent? Im lomar shebaou lechalok, si c'est pour dire qu'ils viennent pour se rebeller, acharechen ou omer veikalu. Et ensuite le texte vient nous dire, et ils se sont rassemblés, ils se sont levés. Ils ont contesté. Si c'est pour nous dire qu'ils sont venus pour le contester, ici, on va voir qu'il y a un problème dans l'ordre des événements. Il va dire Ve'im lomar she'amdu bekuma zekufa, si pour nous dire que Ve'yakumu, pour nous dire qu'ils se tenaient droit devant Moshe, ayalo lomar Vayakumu achare vaikalu. Al-Zeaderer. C'est-à-dire qu'il aurait dû nous dire qu'ils se sont rassemblés contre Moshe, et là, ils se sont mis face à lui, devant lui, et ils lui ont parlé.
Or le texte ici, inverse ici l'ordre. Dans un film, vous voyez une personne qui s'avance, puis ensuite elle monte des marches, puis ensuite elle est devant la porte. Dans un film, on montre bas la personne devant la porte, puis ensuite on la voit monter. On perd complètement le scénario. Donc ici, dans ce scénario, le Orach Chaim relève cette anomalie pour mettre en évidence un enseignement et la stratégie de Korach. Ensuite, il pose la question Lama ifsik ben vayakumu les vayikulu beomar ve'anashim ibne Israël. Le texte, je reviens un petit peu en arrière. Vayakumu lifne Moshe ve'anashim ibne Israël chamishim u'matayim nesiim edat kere moed anshe vayikalu al Moshe. C'est-à-dire que là, il y a une anomalie. Il aurait dû nous dire, si c'est pour nous citer une liste des personnes qui se sont soulevées et présentées devant Moshe, il aurait dû donner toute la liste d'un seul coup. Korach, Datan, Aviram, On ben Peleg, 250 anashim, et toutes ces personnes-là. Or, ici, il y a une interruption. Il y a une interruption, puisqu'il est dit Vayakumu lifne Moshe, ve'anashim ibne Israël 50 200 nesiim eda vechule vechule, vayikalu al Moshe. Je sais que c'est un peu technique, mais le sens va apparaître après. Là, il va commencer à donner les explications. Achen nitkaven akatuv leodia yesod davar amachloket. En ayant présenté les anomalies du texte, maintenant le Orach Chaim va nous expliquer quel est le sens et le contenu de la machloket, de la rébellion et la division de Korach. Sheyomar Adam minyan ala al da'at Korach lachlok navi neeman asher tzidko venevoa. La question on revient sur la première question, comment Korach a pu se présenter et a pu oser contester le prophète qui lui a permis de recevoir la Torah, qui lui a permis de faire descendre la présence d'Akadosh Baruch Hu au sein d'Israël. Comment Korach a pu entreprendre cette stratégie, sachant que c'est un sage. Je vais dire les choses différemment. Qu'est-ce que c'est un sage ? Un sage roet anolad. Un sage voit ce qui va naître. Avant que les choses apparaissent, il sait déjà ce qui va se passer. Encore plus ici dans notre situation, Korach sait ce qui va se passer. S'il sait ce qui va se passer, comment il peut entreprendre une telle stratégie ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ve Korach chacham gadol haya, ve'ech nishtate la'asot davar ze, alo kol Israël yirgemu oto even. Non seulement Korach est capable de savoir ce qui pourrait se passer, du fait de sa grandeur, du fait de sa sagesse, mais d'autre part, il sait très bien que en se rebellant contre Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël vont se révolter contre lui, contre Korach, ils vont lui jeter des pierres. Comment tu oses te révolter contre Moshe Rabbeinu ? Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a sauvés, il a prié pour nous, il nous a permis de recevoir la Torah, et à plusieurs occasions, il nous a permis d'avoir des miracles. Comment tu peux te mesurer, te rebeller contre Moshe ? Donc ici, il y a une difficulté. Comment Korach a pu entamer cette stratégie, sachant que les Bnei Israël pouvaient se retourner contre lui et le tuer. Les Ehamar ta'amim shelakach beda'ato lavolare. C'est l'idée quand il y a marqué Vaikach. Qu'est-ce qu'il a pris ? Il a été chercher une stratégie, j'utilise le mot politique, une stratégie pour pouvoir arriver à ses fins, sachant qu'il risquait, s'il ne s'y prenait mal, il risquait d'être tué. Rishona ben Itzar, Pirush Eyoto ben Itzar, Sheu Gadol mibne Achim, Abaim Acharav, mibne Keat, Ve'enam Yecholim le'achtzif penehem kenegdo ki gadol mehem. Première chose qu'il vient dire, je suis le fils de Itzar. Le fils de Itzar, donc le deuxième fils après Amram. Donc tous les frères qui viennent derrière ne peuvent pas venir le contester. Parce que c'est le frère, on va dire le frère aîné, il les dépasse. En se présentant comme Itzar, il vient dire, attention, je suis après Moshe Rabbeinu, je suis après Aaron. Donc, il présente ici toute sa grandeur, toute sa puissance, et, il rend impuissant ceux qui sont après lui. Donc c'est pour ça qu'il vient citer son ascendance.
Ensuite, il va dire Ben Kehat ou Ameoulé chez Bibne Lévi. Quand il dit Ben Kehat, donc Kehat, c'est le père de Amram, donc le grand-père de Moshe. Donc ici, il vient aussi mettre en avant son ascendance qui fait qu'il devient intouchable. Comment un cousin de Moshe, tu vas t'attaquer à lui? Certes, ici il y a une problématique avec Moshe, mais c'est un grand. Regarde son pédigré. Et donc c'est pour ça qu'il commence par présenter son pédigré. Ve'amru Chazal Korach benosé Aaron aya vehen Gershon umerari yedabru kenegdo. Korach, c'est celui qui portait le Aaron à Kodesh, l'arche d'alliance. Donc avec cette fonction, les Bnei Israël et les autres Lévi ne pouvaient pas se présenter contre lui. Ben Lévi, Shehu Shevet Meoulé Mikol Israël. Ensuite, il se présente comme Ben Lévi. On sait que les Lévi, on l'a vu précédemment, Akadosh Baruch Hu les a mis à part des Bnei Israël pour servir les Bnei Israël, pour être au service d'Akadosh Baruch Hu, comme on va le voir dans le temple. Et donc, il se présente comme cette tribu qui a été mise à part. En se présentant de cette manière, il se présente par rapport aux autres enfants de la tribu de Lévi. Veomro, Vedatan, Veaviran. Donc, il s'est mis déjà à l'écart du fait de son pédigré. Il devient intouchable. Mais on va voir que ça ne suffit pas quand même. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Veomro, Vedatan, Veaviran. Il vient rajouter à sa première stratégie de se présenter comme intouchable du fait de sa descendance par rapport aux Lévi. Maintenant, il va rajouter une autre stratégie. Quand il va dire Vedatan ve'aviran, Pirouche, Gam otam lakar kede leharer gam mikoar shehem gdole shevet Reuven a Bechor Yaakov. En allant chercher Datan ve'aviram, il vient mettre en évidence la notion de frère aîné, de l'aînesse. Il vient mettre en avant, on va dire entre guillemets, ses droits d'aînesse. Pour appuyer cet argument, il va faire venir des Datan ve'aviram de la tribu de Réhouven pour dire, regarde, Réhouven qui a été mis de côté, qui n'a pas été considéré par rapport à son aînesse, eh bien lui vient aussi participer et demander aussi ses droits. C'est aussi l'aîné des fils de Yaakov, donc il vient ici renforcer sa stratégie. Et donc, à partir de là, ils ont suffisamment de force pour se présenter devant Moshe Rabbeinu. Regarde, moi, je suis un fils de Lévi, eux, c'est un fils aîné de Yaakov, voilà notre force. Ve'omro, ve'anashim. Ensuite, vient le fait qu'il y a les grands personnages, les personnalités. Ve'omro, ve'anashim. Et il est dit, ces personnalités. Pirouche, gam alou lakar imo, letzad eyoto gdole Israël. Ici, il a pris ces personnages, ces personnalités, parce que c'est des grands d'Israël. On va voir en fait, et c'est pour ça qu'ils sont dans la phrase, ils sont détachés, il y a cette coupure, ils ne viennent pas se rebeller contre Moshe. Ils viennent s'associer à Korach. Ils viennent dire, on est d'accord. Un parti politique qui se met en place, le leader du parti politique va mettre en avant d'autres leaders. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres personnages, mais on ne va pas en parler. Mais c'est ce qui va lui donner de la force. Il a 2000 personnes, 20 000, 30 000 personnes, mais ceux qui vont le représenter et qui peuvent le représenter dans le Parlement, ça va être des députés, ça va être des gens, comme on l'a vu, du style Datan ve'aviram. Donc d'abord, il a formé son équipe, on va dire, juste dans son premier cercle, et puis ensuite, il a été chercher d'autres hommes de valeur pour pouvoir renforcer sa rébellion vis-à-vis de Moshe. Et donc, eux vont se soulever, vont se présenter devant Moshe, mais c'est très important de voir, parce que la punition qui va ensuite avoir conséquence de la faute de Korach, il va y avoir une différence entre Korach, Datan ve'aviram et les 250 personnalités. Ici, il se présente, on a vu dans le texte, comme Ben Itzar. C'est-à-dire, on a vu, Ben Itzar, c'est le deuxième fils. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas contester la totalité du pouvoir de Moshe. Ceci, ça ne va pas être accepté. Dans toutes les stratégies politiques, la personne va chercher les arguments
qui vont faire mouche, qui vont aller directement au but. Et il ne peut pas aller directement au but et s'en prendre un Moshe. La stratégie de Korach va consister à limiter son plan d'attaque. Et il va dire, je vais me concentrer sur Élitsaphan, qui est le fils de Ouziel, qui est le dernier enfant de la famille de Kehat. Donc il va dire, je conteste une seule chose, que tu l'as nommé prince, alors que moi, je suis avant lui. Et c'est ce qu'il a justement cité dans tout son pédigré. Odia Katouf chez la Korach Marechet Astirot Bemaase Moshe. Il va mettre en évidence une contradiction chez Moshe. C'est toujours la même stratégie. On va chercher quelque chose qui peut mettre en difficulté l'autre partie. Et il va donc contester Reshonat Ta'anot Eyoto Ben Itzar, étant donné que c'est le fils de Itzar, Mima Nafsha, Imataba, Achare Agadol, Shemibanim, Veleze Natan Akeuna le Aaron, Letzad Eyoto Ben Amram. Tu as donné la Keuna à Aaron parce que c'est le frère aîné, c'est le fils aîné de Amram, c'est le premier enfant. Donc tu as une logique. Pourquoi tu n'appliques pas cette logique en désignant le prince? Normalement, après Aaron qui reçoit la Keuna, la deuxième position, c'est moi qui devrais l'avoir, si on suit ta logique du fils aîné. Et donc, il va pointer du doigt cette notion de aînesse, et c'est là où il va piéger Moshe. Il va dire, regardez, il a une logique par rapport à Aaron, et il n'en a pas par rapport à la Nessiout, par rapport au titre de prince. Donc, il fait les choses selon bon lui semble. Je traduis, il ne fait pas ce que lui dit Akadosh Baruch Hu. Exactement, il magouille. Parce que sinon, la logique aurait voulu que je reçoive le titre de prince. Et s'il y a une contradiction par rapport à ça, alors évidemment, tout est ouvert. La porte s'ouvre à toutes les contradictions, toutes les contestations. Arrêt. Ma'ashir mochichut she'en gedulat legadol shebabadim im ken choser adin lama natan hakeuna le'Aaron ta'am she'amram ou abechor en ta'am ze. Si on voit qu'il n'y a pas une logique par rapport au fils aîné, puisqu'il a donné à Aaron, fils aîné, la keuna, et à l'autre, le plus petit, il a donné le titre de prince. Il n'y a pas de notion de fils aîné. Alors donc, à plus forte raison, pourquoi Aaron a été désigné comme grand prêtre. Vous voyez, il commence par trouver une brèche, et après il fait tout exploser. Tout tombe. Umeata, kivan shematsu divrei Moshe, seturim imken nichnas biprinat davar sheker. À partir du moment où il a mis en évidence que les paroles de Moshe se contredisent, sans avoir donné des explications, eh ben, on peut conclure que les paroles de Moshe sont mensongères. Dieu préserve. Gam bakeuna Aaron, même quand il a désigné ensuite Aaron comme Cohen, lo yomru devarav yelerbo achareh, je traduis directement, de même que la prêtrise de Aaron ne peut pas être acceptée et donc suivie, puisque au bout du compte, nous sommes tous égaux dans la tribu de Lévi, et si on est tous au même niveau, à ce moment-là, pourquoi Moshe prend tous ses pouvoirs avec Aaron? Et c'est ce qu'il va lui dire après, Rav Lachem, ça ne suffit pas tous les pouvoirs que tu as. Tu as créé une sorte de Dieu préserve, une sorte de mafia. Tu t'es arrangé, tu as désigné selon ton bon désir. Mais, et c'est ça aussi qui est intéressant, mais tu ne suis pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il ne se met pas a priori en position de se poser par rapport à Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il vient dire, c'est toi Moshe tu décides. Toi Moshe tu interprètes, mais tu ne suis pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les tzad shechash Korach, shelo ikablu ta'anotav, ela levatel nesiut Élitsaphan, aval lomar she'en lachush likdimat amram litzahar, en shomea lo ki modia zo shagadol kodem mima'al. Étant donné que Korach craignait que donc, sa contestation par rapport à Moshe ne serait pas acceptée, comme on l'a vu, il s'est limité à contester la position de Élitsaphan dans sa position de prince, et à partir de ce moment-là, il a ouvert toutes les contestations. Les Eikif Betanat Reuven, Abechor.
Lechol hashvatim velakach gdolei Reuven. Donc à partir de là, il va mettre en évidence une autre, a priori, ce qui semblerait être une injustice, c'est le fait que Réhouven n'ait pas un statut de fils aîné parmi les tribus. Veu ma'amar Datan ve'Aviran. Bnei Réhouven lomar qui aime tachichu lomar alach achar hagadol nelech acharei habechor shebechol ha'achim velo yutan hakeuna. Il dit ici le fait qu'on parle de la tribu de Réhouven justifie la lettre Vav et on a dit et Datan et Aviran pour bien mettre en évidence que si Moshe voulait mettre en avant le titre d'aîné de Aaron parce qu'il est aîné, alors regarde, voici les enfants de Réhouven qui sont privés de leur reconnaissance de fils aîné. Ve'omro vayakumu lifne Moshe pirush la'aroch ma'arechet astirot la'fil dvarav. Lorsqu'il a dit vayakumu lifne Moshe, ça signifie qu'ils se sont levés afin justement de mettre en évidence les contradictions de Moshe pour le détrôner. Ils ont pris avec eux d'autres dignitaires afin de montrer la force de cette rébellion pour s'assurer que Moshe ne puisse pas rejeter les arguments. Il est arrivé en force. Cette stratégie politique, on a vu, qu'il lui a permis de contester Moshe et de pouvoir lancer cette révolte. Comment c'est possible ? On va voir qu'il y a certains principes en communication qui ont été utilisés par Korah. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'est pas pris à n'importe quel moment. Il s'est pris à un moment où il sait que Moshe s'est affaibli. On a dit que Moshe fait sortir les Bnei Israël grâce à Kadosh Baruch Hu, évidemment, les miracles, le don de la Torah, toutes ces choses-là font que Moshe est intouchable. Mais maintenant, nous sommes après la faute des explorateurs. Et après la faute des explorateurs, les Bnei Israël, de la génération qui a fauté, commence à mourir. Et donc, le drame, désespoir commence à s'installer au sein d'Israël. Et Moshe, comme ça, perd de sa puissance. Le désespoir des enfants d'Israël fait qu'ils commencent à dire, finalement, regarde où Moshe nous a amenés. C'est à ce moment-là que Korah prend cette position. La deuxième chose, c'est qu'il va s'appuyer sur son pouvoir de roi HaKodesh, de prophétie. Il va savoir que dans sa descendance, il va y avoir dans l'histoire un personnage qui va se soulever contre le grand prêtre. Shmuel s'oppose à Élie par rapport à une mitzvah pour laquelle ont pris possession les Kohanim. À l'époque du Beth Amikdash, les Kohen faisaient les korbanot, ils faisaient aussi la shrita. Mais la shrita n'était pas obligatoirement entre les mains des Kohanim. Et Shmuel s'est pris position en disant non, la shrita peut être faite par aussi les Bnei Israël. Et donc, par prophétie, il a vu qu'il était possible donc de s'opposer au maître. Alors qu'on a un enseignement fondamental dans la Torah, c'est on ne peut pas s'opposer à un maître. Non seulement on ne peut pas s'opposer à un maître, mais on ne peut pas enseigner devant un maître. C'est une faute extrêmement grave. Et donc, il a pris toute cette force pour justement se révolter contre Moshe. Mais regardez maintenant le texte. Et là, on va passer sur le plan de la communication. Vaïkalu al Moshe, al Aaron, vayomru alehem. Et donc, ils se sont soulevés contre Moshe et ils lui ont dit comme ça, Rav lachem, ça ne vous suffit pas, c'est-à-dire qu'il vient dire, tous ces pouvoirs que vous avez, ça ne vous suffit pas. Vous êtes plein aux as. Vous êtes plein aux as, vous n'en avez pas suffisamment dans les poches. Un des premiers principes ici en communication, c'est quand il y a un accusateur, derrière l'accusation, vous savez quelle est la motivation de la personne. C'est-à-dire qu'ici on comprend par la remarque de Korah, c'est ça, les choses ne lui suffisent pas. Le pouvoir qu'il a, qui est énorme, fait partie de Lévi, tout ce qu'on a vu précédemment, et il porte l'arche de l'Alliance, ça ne le suffit pas. Pourquoi ? Parce que justement, il a un appétit démesuré. Donc il vient reprocher à Moshe Rabbeinu et à Aaron exactement en fait ce que lui désire. Il désire plus et plus et plus de pouvoir. Dans cette volonté de vouloir du pouvoir, on voit la faiblesse
de Korach. Quelle est sa faiblesse? Eh bien, Korach fait partie des rares prêtres de la famille de Lévi qui étaient en Égypte, qui se sont enrichis. On sait que dans la Torah, les prêtres, justement, ne vont pas recevoir un héritage de la terre d'Israël. Ils ne sont pas concernés par la prise de possession des biens matériels. Ils sont destinés à une vocation spirituelle, et donc, bien sûr qu'ils doivent s'occuper de leur famille et doivent s'occuper de... Mais ils n'ont pas comme préoccupation de faire de l'argent, on va dire comme ça. Ce qui n'est pas le cas de Korach. Korach était intéressé par l'argent. Et on dit comme ça qu'il s'est enrichi justement des trésors de Yosef et d'autres trésors pris aux Égyptiens. Donc il est motivé par l'argent et par le pouvoir. Ça c'est la première chose. L'accusation, derrière l'accusation, il y a les motivations premières de la personne. Ensuite, une autre stratégie de la communication, c'est ce qu'on appelle la généralisation. C'est-à-dire, Kol Haeda Kulam Kedoshim. Toute l'assemblée, tous sont saints. C'est une généralisation. Encore une fois, la généralisation est une chose positive et une chose négative. Pourquoi c'est positif? Parce que on est obligé d'appliquer des mécanismes. Par exemple, en grammaire, on va apprendre certaines règles de grammaire qu'ensuite on va multiplier et appliquer. Donc, c'est parce qu'on va généraliser à partir d'une règle qu'on peut après ensuite parler facilement, puisqu'on va simplement réutiliser la même règle pour pouvoir justement utiliser une langue. Donc la généralisation ici est importante dans la mesure où elle va permettre de dispenser un enseignement. Mais en même temps, elle exclut. C'est-à-dire, quand il va dire Kol Haeda, vraiment toute l'assemblée est grande et sainte, il donc va ici engendrer une simplification qui va permettre au Bnei Israël de prendre part. Regardez l'attention que je porte pour vous. Vous êtes tous saints, vous êtes tous bien. Moshe ne vous considère pas de cette manière. Moi, je vous considère comme étant des gens grands. En faisant cette généralisation, il simplifie les choses. Il simplifie les choses et il rend acceptable une fausse croyance. Vous êtes tous grands. Mais non, ils ne sont pas tous grands. Mais en faisant cette généralisation, il vient faire passer un message qui va être reçu, un faux message, une fausse idée qui va être acceptable. C'est ça le principe de la généralisation. Ensuite, Kulam Kedoshim. Ils sont tous saints. On sait qu'ils ne sont pas tous saints. C'est ce qu'on appelle ici la distorsion. C'est-à-dire on modifie les choses dans un but bien précis. C'est une chose positive. Quand on fait de l'art, on va prendre quelque chose de la réalité, une couleur, une expression, et on va la modifier pour faire apparaître quelque chose, un objet, quelque chose de beau. Donc on va s'appuyer sur une certaine réalité pour faire ressortir une certaine beauté. Mais la distorsion, c'est fabriquer un problème. On vient mettre une fausse logique qui va permettre de dérouler un certain nombre d'arguments, une certaine autre réalité. On déforme la réalité. Pourquoi? Pour justement permettre de convaincre l'assemblée et lui faire, adhérer à une fausse réalité. C'est la distorsion. Pour lui plaire. Pour lui plaire. Pour lui plaire, mais surtout pour lui... C'est ici le principe des médias. On ressort avec une autre vision de la réalité. On croit que la vérité, la réalité qui nous a été présentée, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que la personne, au bout du compte, va être convaincue que ce qu'elle pense, ce qu'elle voit, c'est vrai. C'est ça le problème. Et donc, ici, derrière, c'est là où c'est pas simplement l'idée de plaire, on va changer l'identité de la personne. On va changer la croyance de la personne. Tu crois être telle personne? Non, tu es différent. Kulan Sadikim, vous êtes tous saints. Ne te vois pas comme l'homme avec les défauts que tu penses avoir. Non. Tu es une personne. Et donc, à partir de là, tout un comportement va être décliné, va apparaître. Ensuite, l'omission. L'omission, c'est-à-dire Ubetocham Hashem.
À l'intérieur, il y a Akadosh Baruch Hu. Et dans l'idée d'omission, c'est l'idée de simplifier les choses. On va dire comme ça, je veux vous parler de la maison que je vais construire. Je vais d'abord vous parler de l'aspect extérieur, avant de vous parler de la prise électrique, de la couleur du fil, du robinet. Je vais, pour pouvoir vous faire passer l'idée, vous mettre l'image de cette maison, je vais omettre tous les détails et présenter les points importants. Puis ensuite, après, je vais rentrer petit à petit dans... Donc, l'omission permet de construire un apprentissage pour pouvoir que la personne intègre petit à petit. Mais l'omission, c'est aussi le mensonge. L'omission, c'est la médisance. L'omission, c'est aussi le lachon hara. Pourtant, omission, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Oui, c'est le mensonge. Alors que là, il dit Hachem Betocham. C'est Hachem lo betocham. Donc c'est pas une omission, c'est que c'est un rajout plutôt. C'est-à-dire qu'il vient omettre, on va dire, l'idée que Akadosh Baruch Hu n'est pas avec eux. Ou alors c'est quelque chose qui sera dans le futur, c'est ça? Exactement. Donc il le met au présent. Exactement. En fait, il se sert d'une vérité qui est donnée par la Torah. Vatem tihu mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez une nation sainte, un peuple saint et une nation sainte. Mais l'expression qui est donnée, c'est une expression au futur. Donc c'est pas encore. Or, justement, ce que omet de dire justement Korach, c'est que c'est quelque chose qui va apparaître dans le futur. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Pour l'instant, vous devez vous parfaire. Et ça, c'est le chemin, tout le chemin de la Torah. Il ne dit pas vous parfaire, puisqu'il dit vous êtes kadosh. Exactement. Il omet de dire qu'en fait, on est en chemin pour se parfaire. Il vient leur dire non, non, vous êtes déjà parfait. Et la dernière chose, une grande problématique qui a été mise en évidence, on en a parlé par le Rav Ashlag, c'est le lien qu'il y a entre le fait de recevoir et le fait de donner. Comment dire? L'exemple qui est donné, le sage, c'est celui qui sait recevoir la bénédiction, qui sait appeler la bénédiction, mais qui sait aussi, après, la transmettre aux autres, pour les faire profiter. Donc, le sage, on va dire l'homme bien, c'est celui qui est capable de recevoir et capable de donner. À l'inverse, qu'on va appeler le méchant, le rachat, c'est celui qui cherche que à recevoir. Il veut recevoir pour recevoir. Et c'est ce qui se passe avec Korach. Il a reçu un rôle important au sein des Lévis pour porter l'alliance, mais ça ne suffit pas. Il veut plus. Donc il ne sait pas où se trouve sa place. Et donc il ne sait pas où est la place de Moshe. Et donc il ne voit pas la place d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on ne voit pas sa place, on va à la catastrophe. C'est ce qu'on appelle le seuil d'incompétence. Dans le travail, on sait qu'on a tous une qualité. Et donc, par rapport à notre qualité, on a une position bien précise dans laquelle on est les meilleurs. Il n'y a pas mieux que nous à cette position. Mais dès qu'on va chercher à grimper dans les positions dans la société, eh bien, on va devenir incompétent. Parce qu'on va quitter le poste dans lequel on est bon pour aller vers quelque chose pour lequel on est moins bon. Donc là, on va échouer. Ici, c'est la problématique de Korach. Il n'est pas bon là où il veut arriver. Donc, ça va être l'échec. Il ne connaît pas ses limites alors. Bien sûr qu'il ne connaît pas ses limites. Et c'est ça.